Très rapidement, je vais présenter, donc bienvenue à cette conférence sur le sport et territoire, sur le sport connecté. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Sport et Territoire, je vais présenter l'association assez rapidement. C'est une association qui a déjà 30 ans et qui réunit des techniciens qui œuvrent dans le secteur du sport, toute activité confondue. Donc ça va être des techniciens des services des collectivités territoriales, ça va être aussi des techniciens d'entreprises du secteur du sport, des représentants des universitaires, des représentants d'autres instituts de formation. Et on essaie comme ça d'un petit peu décloisonner les réseaux de techniciens et de pouvoir travailler ensemble pour répondre aux enjeux des territoires et de trouver de nouvelles initiatives, d'être un petit peu créatif et innovant et de, après, dupliquer un petit peu les expérimentations qui peuvent se faire sur des territoires et les dupliquer à d'autres. Donc voilà un petit peu notre ambition. Et sur ce forum, on a voulu un petit peu être forcément dans la continuité, on est toujours à Paris 2024, on a voulu être un petit peu dans la continuité des jeux, et des jeux qui se sont voulus un peu exemplaires sur différents axes, notamment en termes de connectivité et de sport connecté. Alors, si on reprend un petit peu l'actualité, on suit actuellement l'actualité sportive, c'est le Vendée Globe. Et au Vendée Globe, il y a 40 skippers, mais il y a aussi 400 000 participants sur un jeu vidéo qui s'appelle Virtual Regatta. Et c'est assez énorme, un petit peu cet engouement qu'il y a eu autour du Vendée Globe virtuel. Donc on s'aperçoit que finalement la connectivité du sport est très importante. Donc on va essayer de voir aujourd'hui, en partenariat avec Pôle Ressources Nationales Sport et Innovation, toutes les nouvelles technologies qui peuvent être mises en place actuellement pour faire de la France une réelle nation sportive. Je vous passe la main. Canel, Gérard, je vous passe la main. Merci beaucoup Stéphanie, donc enchantée, bienvenue. Moi c'est Canel Daniel, je suis chargée de mission innovation technologique au sein du pôle ressources nationales sport et innovation, qui est une cellule d'appui du ministère des Sports, de la jeunesse, de la vie associative et de la jeunesse. Et donc je donne la parole à Gérard Baudry, le responsable, qui va vous présenter un peu en quelques mots ce qu'est le PRNSI. Oui, vraiment quelques mots. Donc le PRNSI, vous avez l'essentiel le plus important, donc c'est Canel Daniel. Donc on est une structure d'appui du ministère de la Direction des Sports, du ministère des Sports, de la jeunesse et de la vie associative. Quelques mots donc sur notre rôle, c'est de développer la pratique sportive. On n'est pas du tout sur la partie performance et via les innovations. Les innovations, c'est ce qui nous réunit ce matin, c'est-à-dire la partie technologique, mais c'est aussi, je le dis quand même, les innovations sociales. Ça peut être aussi l'organisationnel, le managérial. Donc juste 3 plateformes dont on s'occupe. C'est nous qui nous occupons, et c'est présenté en même temps par nos collègues sur le stand du ministère, du recensement des équipements sportifs, donc DataES. Donc ça c'est une grosse base de données, 30 millions de données que nous gérons, essayons de tenir à jour donc quotidiennement. C'est une obligation légale de déclarer son équipement, et ça peut être évidemment une source de données importante pour tout ce que vous faites les uns et les autres. DataES également, si je parlais d'innovation sociale, la plateforme Sport et Inclusion, donc qui parle de tout ce qui est socio-sport, et la troisième et dernière, Vive Sport, qui essaye de valoriser la pratique sportive pendant les vacances. Donc plateforme d'ailleurs sur laquelle on va bientôt communiquer pour une reprise. Elle peut être reprise, intégrée ou évoluer vers d'autres choses. Donc voilà, pour faire tout ça, donc on a une petite équipe implantée au Crêpes des Pays de la Loire, et on travaille surtout beaucoup en réseau. Donc merci beaucoup à Sport et Territoire, et on va avoir tout à l'heure aussi, je le dis, sur le stand du ministère, l'occasion de valoriser, alors il y en a un qui est déjà avec nous ce matin, les 3 lauréats de l'appel à projet Grande Cause Nationale. On s'est occupé de ça aussi cette année. Et dernière chose, on démarre très prochainement une étude sur l'occupation des équipements sportifs. Donc ça fait aussi écho au sujet de la conférence précédente ce matin. Merci Gérard pour toutes ces précisions. Donc on va commencer cette première table ronde intitulée donc Bouger avec la technologie, des applications qui changent la donne. Et j'ai le plaisir d'avoir parmi nous, donc on va commencer de la gauche par la droite, donc André Lanquette, qui est donc CEO de Spar, et tu nous en parleras un peu plus en détail après. On a aussi Thomas Rung, qui est donc le fondateur de Coolroule, une application qui est basée sur le covoiturage. On a aussi donc Pierre Paquin, qui est membre du bureau de la Sportec, et donc qui nous présentera aussi les résultats, enfin ce qu'est la Sportec en soi, ses activités, ainsi que les résultats de l'étude que vous avez menée avec Deloitte. Et puis Margot Demoël, qui est donc cofondatrice de CityGem, aussi une application qui se veut plutôt innovante dans le secteur du sport. Honneur aux dames pour l'instant, et puis après du coup on... Ou pardon, non, c'est Pierre Paquin. Pardon, autant pour moi, il y a l'expert avant, et puis après on donnera la parole aux solutions. Autant pour moi.
Alors bonjour à tous, donc, mon nom est Pierre Paquin et je suis membre du bureau de la Sportec et j'ai la lourde tâche aujourd'hui de remplacer notre président qui n'a pas le don d'ubiquité, donc il est station F, etc. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter en quelques chiffres le sport en France en 2023 pour qu'on ait bien en tête ce que représente le sport en France. C'est à peu près 400 000 emplois, donc ça va du vendeur Décathlon, Intersport, on va tous les citer, aux médecins du sport, aux gestionnaires d'installation, etc. Et ça représente 2,6 points de PIB en France, c'est près de 70 milliards d'euros. Côté investissement, M&A et levée de fonds, donc l'écosystème global des startups du sport en France se situe au 7e rang mondial et 3e rang européen. Donc les Allemands et le Royaume-Uni sont devant nous. Mais au-delà du chiffre, concrètement, qu'est-ce que font les startups dans le sport? Elles développent des équipements innovants, elles facilitent et démocratisent l'accès à la pratique et elles conçoivent des solutions d'optimisation pour la performance. Ces innovations permettent surtout de stimuler l'activité physique au quotidien pour l'ensemble de la population et de transformer les installations et les expériences sportives pour les rendre plus attractives. Concernant la Sportec, donc nous, on a été créé en 2019 par 3 fondateurs dans un esprit plutôt artisanal à la base. L'objectif initial, c'était plutôt de s'entraider et de développer un esprit d'équipe. Aujourd'hui, cet esprit d'équipe n'a pas quitté le collectif, mais le collectif a beaucoup grossi puisqu'on représente près de 197 startups en France, des startups qui tentent d'innover tous les jours, qui veulent innover sur le plan technologique, bien sûr. Donc on peut citer Footbar, qui développe un capteur connecté pour les joueurs de foot, ou de Kinomap, qui permet un partage de vidéos géolocalisées pour un coaching interactif et qui vous permet de vous entraîner en intérieur comme si vous étiez à l'extérieur. Mais l'innovation, elle est également sociale, comme le propose Manita, qui est une plateforme qui permet aux femmes de jouer au foot, ou encore Touch2See, tablette tactile, qui permet l'autodescription d'événements sportifs aux non-voyants, ou encore innover sur le plan environnemental, comme peut le faire What's Good, qui crée des animations ludiques avec des vélos générateurs d'électricité. Tout cet écosystème représente à peu près 4000 emplois et représente 70 millions de chiffre d'affaires cumulés. Aujourd'hui, nos startups évoluent principalement sur 4 secteurs clés. La pratique pour tous. Je pourrais citer Sporty Paper, qui développe des jeux vidéo ludiques pour encourager à bouger plus, notamment les jeunes enfants. Le sport amateur, faciliter le sport amateur, comme le propose Sporeasy, qui est une application de gestion d'équipe et de club amateur. Le sport pro, évidemment. Nolio, plateforme qui suit la planification d'entraînement pour sportifs de sport, d'endurance, avec leurs entraîneurs. Et enfin, la fan engagement, avec par exemple Immersive, qui permet d'afficher les statistiques et les données d'un match de sport en direct grâce à la réalité virtuelle, simplement en plaçant son téléphone devant le match. Sur le plan géographique, les membres de la Sportec sont répartis un peu partout en France. Montpellier avec Vogo, je ne vais pas tous vous les citer, Marseille avec COP, Toulouse avec Hypercute, Lyon avec Kimove, Bordeaux avec Rematch, Rennes avec Ochi, ou encore Lille avec Miles Republic, qui est une application qui permet de trouver 20 000 courses partout en France, trail, marathon, vélo, et quelques-unes basées à Paris, dont la plus connue Airfit, qui aménage des aires de fitness en accès libre connectées à des solutions de coaching digital, dont j'ai la chance d'être le fondateur. Comment nous voyons notre rôle et comment nous menons nos actions aujourd'hui? Alors, la phrase officielle, c'est qu'on veut œuvrer au niveau institutionnel pour favoriser le développement de nos startups et participer à l'éclosion d'une nation sportive. Moi, j'ai toujours pas comprise cette phrase, mais en clair, on souhaite surtout être source de valeur auprès des acteurs du sport pour participer au développement du sport sous toutes ses formes. On veut proposer des solutions, que ce soit pour le sport amateur, pour le sport professionnel, pour les gens qui font pas du sport et qu'on doit remettre au sport. Voilà, c'est ça notre mission. Et on veut aider tous les organismes qui travaillent dans le sport pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Donc concrètement, nos objectifs sont lutter contre la sédentarité, lutter contre l'obésité, créer du lien social et participer au développement économique du pays, faire avancer des causes comme l'égalité homme-femme, c'est assez connu dans le sport, favoriser l'apprentissage de valeurs chez les jeunes, l'esprit d'équipe, ou encore
favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. On l'a vu avec Touch2See. Pour ça, on mène plusieurs actions au quotidien. On veut se rapprocher des institutions, qu'elles soient ministérielles, que ce soit les fédérations ou que ce soit les agences spécialisées. Un exemple, on s'est rapproché du ministère des Sports et on a créé un accélérateur Sportec avec la BPI. On veut nouer des liens avec des partenaires stratégiques. On l'a fait avec Allianz, avec Deloitte, avec Amaury Média. L'exemple connu que Canel vous citiez tout à l'heure avec Deloitte, c'est que Deloitte a sorti une étude qui recense et qui permet à tous ceux qui le souhaitent d'avoir un vrai panel détaillé de toutes les startups en France qui œuvrent au quotidien. Et on mène également des actions pour faire rayonner le collectif et permettre aux startups de bénéficier de plus de visibilité, comme on va le faire tout à l'heure. Car évidemment, si les gens ne savent pas que des solutions existent, ils ne peuvent pas les utiliser. Et je terminerai en vous disant 3 choses. Je vais parler très vite. Aujourd'hui, la Sportec est un secteur en hyper-croissance. Aujourd'hui, le sport a plus que jamais besoin d'innovation pour atteindre les objectifs qui sont les siens. Et pour l'aider, la Sportec compte parmi elles de nombreuses innovations technologiques et à impact, notamment 6 qui sont là aujourd'hui, CityGem, Coolrule, Équipe Sport, Neo Experience, Pool On et Spart. Merci à vous. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Je donne désormais la parole à Margot pour présenter CityGem. Cette fois-ci, c'est à toi. Je prends ta place. Bonjour. Peut-être que je vais faire sans micro. Est-ce que tout le monde m'entend? Ah, il faut le micro pour l'enregistrement. Très bien. Je ne savais pas qu'on était enregistré. Un peu plus de pression du coup. Alors, je vais essayer de rendre ces 10 prochaines minutes vraiment sympas. Je sais que les estomacs commencent un peu à s'agiter dans tous les sens. On va commencer par un petit jeu. Qui connaît le juste prix? Ok, vous connaissez le principe du coup. Okay. Là, on ne va pas essayer de devenir un prix, on va essayer de devenir un pourcentage. C'est le pourcentage de Français qui n'ont pas une activité physique suffisante pour être protectrices. Est-ce que vous avez une idée? Donc, vous dites un chiffre, je vous dis plus, moins. Madame est trop forte. C'est le juste pourcentage, effectivement. On est face à un problème majeur aujourd'hui, qui est la sédentarité. Effectivement, 95% des Français n'ont pas une activité physique suffisante pour malheureusement être protectrices. Est-ce que vous savez maintenant, du coup je me demande à madame parce qu'elle a l'air super forte, et quelle est la place de la sédentarité dans les facteurs de risque de mort prématurée? Et inactivité physique, les deux. Ouais. Est-ce que vous savez? Ok, on est quatrième, c'est la 4e cause, enfin 4e facteur de mort prématurée, l'inactivité physique et la sédentarité, effectivement. Bon, je vais arrêter de vous faire peur et je vais vous dire, mais pour faire de l'activité physique, il faut aimer le sport, etc. Moi, j'ai plein de gens qui me disent, oui, mais moi, j'aime pas le sport. Pourquoi on n'aime pas le sport aujourd'hui? Parce que y a déjà l'accessibilité, la courbe d'apprentissage, le coût, la compétition, toutes ces choses-là qui freinent la mise en mouvement de beaucoup de Français. Alors, fort heureusement, on en a quand même beaucoup qui aiment le sport et on a des startups et on a des entreprises qui innovent pour faire adhérer les gens au sport. Et merci d'ailleurs à la Sportec de faire vivre cette belle mentalité de faire vivre le sport. Mais moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un produit qui est révolutionnaire, qui est inspiré du passé, qui est produit localement, qui est 100% naturel, qui est disponible 24 heures sur 24, qui est rechargeable partout et qui résiste à toutes les intempéries. Est-ce que vous savez ce que c'est? L'être humain? Non, c'est pas ça. Il y a quelqu'un, je crois que j'ai entendu quelque chose. Non? Bah, c'est les pieds. C'est ce qui se trouve juste en bas de vos chevilles. Alors ça, c'est le petit speech sur le produit localement, etc. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est une campagne belge qui a été faite pour inciter les gens à marcher, inciter les gens à bouger et à avoir une activité physique. Aujourd'hui, il y a 16 milliards de pieds, donc on va pouvoir les utiliser, hein, c'est bien. Et
on sait aujourd'hui que la marche a des bienfaits démontrés sur plus de 30 pathologies chroniques, des 30 minutes par jour. Est-ce que vous savez sur quelle pathologie chronique la marche peut avoir des effets? Que ce soit en termes curatifs ou préventifs, hein, d'ailleurs. Le cœur, ouais. Cancer. Certains cancers spécifiquement, le sein, le foie, le côlon. Est-ce que vous avez d'autres idées? Il y en a 30, hein, donc on peut y aller. Dépression, digestion, ouais, c'est pas une pathologie, mais ouais, tout à fait, on peut aider effectivement sur diabète, arthrose, tout à fait. Hypertension artérielle, coronaropathie, maladie cardiovasculaire, Alzheimer, enfin bref, on a une pluralité de choses sur lesquelles on peut agir grâce à 30 minutes de marche par jour. Donc c'est pas très compliqué, je vous invite d'ailleurs fortement aujourd'hui, vous allez penser à moi, mais dans les transports, on prend les escaliers, on essaye de sortir une station de bus avant, si on peut, une station de métro, on essaye d'aller faire ses courses le plus souvent à pied. Enfin voilà, il faut transformer un peu nos habitudes et ça, tout le monde peut le faire, hein, je vous rassure. C'est assez facile. Et est-ce que vous savez combien de pas on doit faire par jour? 10 000 15 000 10 000 7 000 Ok. Alors 10 000, je vais déconstruire le mythe très rapidement. C'est faux. C'est faux et archi faux. Vous allez me dire, vous avez tous vu ça, oui, mais moi j'ai vu un article dans Le Monde, parce que c'est vrai, Le Monde a fait un article sur les 10 000 pas par jour. L'OMS recommande de faire 10 000 pas par jour. Non, faux et archi faux. L'OMS ne recommande pas du tout ça. L'OMS vous recommande, pour l'histoire en fait, le 10 000 pas, c'est venu d'un slogan marketing pour un podomètre au Japon pendant les JO. Donc ça a super bien marché, le mec est hyper fort quand même, hein. Enfin, faut se le dire, il a réussi à convaincre la planète entière qu'il fallait faire 10 000 pas par jour, hein. Et il a réussi à reprendre cette information par tout le monde, qu'on se le dise. L'OMS n'a jamais recommandé ça. L'OMS vous recommande d'avoir une activité physique 30 minutes par jour. C'est bien, c'est même très très bien si on commence déjà à ce stade. 30 minutes, ça représente à peu près, entre guillemets pour tout le monde, 3 000 à 4 500 pas. On estime aujourd'hui qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez vraiment mis 3000 pas dans votre journée, vous avez pris 30 minutes de votre temps, vous avez des bénéfices, tous les bénéfices que je viens de vous montrer là, vous les avez. Donc c'est hyper important. Mais du coup, vous allez me dire, elle va en arriver où avec son truc, elle? La chose que je voulais vous dire, c'est que là, on sait que c'est facile de marcher. On sait qu'il faut faire à peu près 3000 pas par jour, 30 minutes d'activité. Vous allez me dire, ouais, mais bon, y a quand même des freins qui restent à lever. Alors oui, il y a des freins qui restent à lever. Il y a le manque d'idées. Super, je vais aller marcher. Bon, je sais pas où je vais aller. Il y a le manque de proximité. Ouais, t'es bien mignonne, mais s'il faut que j'aille dans la forêt pour aller marcher, c'est à 30 minutes de chez moi. Je prends la bagnole, je vais faire 30 minutes. Non, pas possible. Il y a le manque de plaisir. Si c'est juste marcher pour marcher, bah... l'intérêt, il n'est pas super. Donc, il faut que je trouve quelque chose qui fait que je prends du plaisir. Et il y a le manque de lien social. Il y en a qui n'aiment pas marcher tout seul. Donc, il y en a qui aiment marcher en groupe. Okay. Chez CityGem, on a pris tout ce truc-là, tout ce que je viens de vous dire, et on a transformé ça en un truc super chouette. On a créé une solution pour vous aider à bouger, soit en autonomie, soit en groupe, très récemment en groupe. Mais d'abord, on a commencé par l'autonomie en créant une application mobile qui vous incite à marcher de manière autonome grâce à des parcours audio-guidés. Donc, on a plus de... Aujourd'hui, on est présent sur toute la France avec plus de 250 villes. Sur Paris, pour info, on a plus de 150 parcours audio-guidés. On a plus de 5000 points d'intérêt qui vont vous faire bouger et redécouvrir en fait tout le patrimoine. Et c'est là où on prend du plaisir à marcher, en fait. On a une expérience utilisateur qui est vraiment chouette parce que, on a des parcours audio guidés, donc vous n'avez rien à faire. Vous êtes pris en charge de là où vous êtes guidé jusqu'au début du parcours. Vous êtes vraiment... Et on vous fait découvrir toutes les merveilles. Et à chaque fois que vous passez devant un point d'intérêt qui est vraiment intéressant, on vous en parle avec une description audio qui se déclenche automatiquement. Bref, on a rendu l'expérience vraiment super chouette. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a déjà plus de 45 000 utilisateurs actifs, plus de 70 000 téléchargements. On a vraiment un attrait sur ça. Donc ça, c'est pour le faire de manière autonome. Et en fait, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à se mettre en mouvement
parce qu'il fallait les prendre par la main, il fallait aller les chercher, il fallait le faire en groupe, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément accès à la technologie. Et donc, on a créé tout récemment un service de balade en groupe, qui est toujours sous la bannière de CityGem. Et en fait, on va chercher les gens. Donc on les invite sur des balades. La balade, c'est très simple, hein, c'est le parcours audio guidé qu'on a sur l'application, mais sauf qu'on le fait tous ensemble. C'est des groupes de 10-15 personnes, c'est animé par quelqu'un de chez nous qui est motivé, qui est formé. On a une grosse cible de seniors sur ces balades. Et tout récemment, on s'est fait financer par la conférence des financeurs. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. C'est un dispositif étatique qui est là pour aider les actions collectives à destination des seniors. Et donc, on s'est fait financer par plusieurs départements qui sont Paris, les Yvelines, Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne sur justement des ateliers à la fois de prévention et de balade en groupe. Donc, on vient chercher les seniors, on les met en mouvement. Donc, tout ça, ça fait partie des choses. Alors, il y a une partie qui est connectée, puis il y a une partie qui est un peu moins connectée, mais c'est pas grave parce que sur la partie moins connectée, on vient quand même dire aux gens, mais vous voyez, il y a aussi cette solution pour le faire de manière autonome. C'est-à-dire que quand on ne se voit pas sur les balades en groupe, vous pouvez prendre votre téléphone, si vous en avez un, demander à votre fille, etc., pour vous continuer à vous mettre en mouvement. Donc on est là sur des solutions qui sont là pour vous aider à vous mettre en mouvement. On est principalement à destination des non-sportifs, les gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans des sports qui ont du mal à s'y mettre. Donc voilà, donc on est là aujourd'hui pour ça et on est plutôt heureux parce que ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que le temps de questions est peut-être à la fin? Ouais, ok, allez, super. Du coup, je passe la parole à... Merci. Donc bonjour à tous, moi je suis donc Thomas Roung, fondateur de Coolroule. Et Coolroule, en fait, comme vous le voyez, c'est covoituré. Alors la première fois que j'ai présenté Coolroule, on m'a dit « Oh, une énième application de covoiturage ». Ouais, bon, ça c'était quand je suis allé chercher ma première bourse start-up. Et là, j'ai déroulé ma presse et on m'a dit « Ah oui, quand même, c'est un peu différent ». Très simplement, moi je suis père de 3 enfants et Coolroule c'est venu de ce qui m'arrivait un week-end sur 2, voire tous les week-ends avec 3 enfants, qui faisaient du sport dans 3 pratiques différentes. Donc le foot, le tennis et la natation. Et comme des milliers de parents et d'enfants et de clubs, en fait, j'ai galéré tous les week-ends à organiser des placements sportifs. Très simplement, aujourd'hui, l'organisation de la vie de famille, donc moi j'étais marié, mais mon épouse était souvent en déplacement le week-end, puisqu'elle allait sur les États-Unis, donc je me retrouvais à gérer les 3 enfants. Aujourd'hui, on a beaucoup de familles monoparentales qui ont aussi des difficultés, et en fait, on s'est dit, pourquoi personne n'a adressé ce marché ? Alors, on a créé cette première application de covoiturage dans le sport amateur, et on est là aujourd'hui à démarrer clairement l'activité depuis novembre. Pourquoi ? Parce que l'onboarding des clubs est terminé, les licences sont terminées vraiment depuis novembre, et c'est là où on rentre aujourd'hui en fait vraiment l'activité sur la plateforme Coolroule. Donc ça, c'est les stats de l'année précédente, donc elles vont être un peu modifiées puisqu'on a vu qu'il y a beaucoup plus de licences depuis les Jeux Olympiques, et tant mieux. Et on est quand même sur un marché qui est important. Et je me suis dit, mais pourquoi personne n'a pensé en fait à ce marché du sport ? Très simplement à cause du modèle économique qui est un peu différent de toutes les plateformes de covoiturage existantes aujourd'hui sur le marché. Il faut savoir aujourd'hui que donc on a mis les moins de 20 ans possèdent le plus de licences, mais en fait c'est surtout les moins de 15 ans qui pratiquent le sport qui le pratiquent 4 fois par semaine. Donc on adresse quand même un covoiturage à des enfants, principalement. On est, pour ceux qui ont suivi la conférence précédente, en fait, on s'inscrit aussi dans la démarche de Mob Sport, et c'est vraiment avec eux qu'on veut travailler, dans la décarbonation du sport amateur, hein, qui est un des 3 pans, hein, vous l'avez vu, puisqu'aujourd'hui, 80% des émissions en fait, de CO2 sur le sport amateur provient du covoiturage. Vous imaginez, donc, tout à l'heure, Damien de Mob Sport vous a présenté les fans qui se déplaçaient vers les matchs. Mais c'est 50 000 fans, on dit, par stade. Mais là, imaginez le nombre de millions de parents qui, tous les enfants, utilisent un véhicule, et souvent tout seul aussi, pareil, avec un enfant à l'intérieur, pour aller jouer les matchs. Alors comme on est sur un salon qui est multicasquette, on va dire, qui est salon des sports, salon des maires, et qu'on est naturellement avec Sport et Territoire, merci d'ailleurs pour l'invitation, je vais vous faire un témoignage d'un maire d'une commune de 50 000 habitants qui aujourd'hui a mis en place sur sa commune Coolroule, très simplement parce qu'il a trouvé l'intérêt de la mobilité durable sur le territoire, mais aussi dans une commune, ce qui est intéressant de la mise en place de Coolroule, c'est que comme c'est multisport, multiclub, multiproche, on peut gérer en fait l'ensemble de la famille sur la même plateforme, quel que soit le sport. Ah. Non.
Non. Du coup, je sais pas si tu as la vidéo dessus ou pas. En bas, voilà. Merci. Ah, tu vois, si ça va partir. Ça Bonjour, je m'appelle Pierre Cuny, je suis maire de Thionville, une ville de Moselle de 45 000 habitants au sein de son agglomération Porte de France-Thionville. Nous avons choisi de nous engager auprès de Cool Rule, car ce projet représente pour nous le développement d'une pratique sportive durable. Son objectif est de promouvoir des actions sport-santé, d'inclure des publics éloignés, tout en favorisant la mobilité durable et en respectant l'environnement. Cool Rule n'est pas simplement une application de covoiturage pour les clubs sportifs amateurs. À Thionville, nous avons voulu déployer bien plus qu'une solution technique. C'est une innovation sociale qui répond à un besoin mal satisfait du marché. En réunissant des utilisateurs, des institutions publiques et des partenaires privés autour d'une cause commune. Elle surmonte les obstacles à la pratique sportive des jeunes de moins de 17 ans, tels que l'emploi du temps chargé, des horaires et des lieux difficiles à concilier avec la vie familiale, le manque d'infrastructures, et bien sûr le coût des transports, d'autant plus élevé avec la hausse des prix de l'énergie. C'est aussi une innovation verte. 80% des émissions de CO2 dans le sport amateur sont liées au déplacement. Ce projet s'inscrit dans la promotion de la mobilité durable et du covoiturage, conformément à la loi L'Homme sur les mobilités, des prérogatives importantes pour le maire. Enfin, Cool Rule est une innovation technologique. Multisport, multiclub, multi-utilisateur, potentiellement déployable pour 16,2 millions de licenciés répartis en France. Voilà, on va dire en fait le maire il fait quasiment mon pitch. Voilà, il vend très bien la solution et c'est parce qu'en fait lui il l'a appliqué sur le territoire et avant novembre naturellement. Et aujourd'hui la difficulté quand même qu'on a rencontrée sur le territoire, c'est pas de trouver des sponsors ou des institutionnels, c'est l'onboarding dans les clubs amateurs. Voilà, très simplement aujourd'hui on sait que c'est difficile l'organisation dans les clubs et notre prochaine vraiment démarche c'est de faire comprendre la réalité de Cool Rule et qu'est-ce qu'elle peut apporter au club. Alors les parents, bien sûr, ils voient tout de suite l'intérêt. Les clubs, c'est un peu plus difficile sur la démarche, mais on s'y travaille. Alors vous l'avez compris, c'est une triple innovation. Alors une innovation verte parce qu'en fait on s'inscrit dans plein de plans gouvernementaux successifs et tant mieux. Donc plan national de covoiturage, la mesure 11, en fait le déplacement des sportifs amateurs, France Nation Verte, bientôt Mob Sport. Et merci aussi à la grande cause nationale de nous avoir reconnus dans l'appel à projet. On est vraiment dans cette démarche-là. On est reconnu en fait comme une innovation sociale par la BPI. Parce que vous l'avez bien compris, on permet en fait à un certain public de repratiquer le sport ou de démultiplier sa pratique de sport, notamment sur des clubs comme le football principalement aujourd'hui. C'est aussi dans ce cadre-là qu'on est rentré dans une petite partie de la région Grand Est sur cette innovation sociale. Et alors l'innovation technologique, elle est double, et c'est là où on va retrouver un peu le modèle économique et pourquoi aussi on a voulu rentrer dans Cool Rule. Voilà. La première innovation technologique, on me dit une application de covoiturage, c'est facile à mettre en place. En fait, non, c'est pas si facile techniquement, surtout quand on parle d'enfants, qu'on a dû sécuriser la plateforme. Aujourd'hui, les trackings du véhicule sont faits en live, c'est-à-dire que les parents peuvent vérifier où se trouve leur enfant dans le véhicule. On a aussi tout ce qui est en termes de RGPD, beaucoup de difficultés, donc ça nous a coûté énormément d'argent en fait d'écrire ces RGPD avec la CNIL, on va être très clair. Et en fait, l'idée vraiment, c'est qu'on puisse voir les interactions entre la pratique sportive et les développements justement pour aller faire cette pratique sportive. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour ça l'intérêt de Mobsport, c'est que sur de la data, on va pouvoir par exemple dire un enfant qui a 12 ans, qui joue au football dans la région par exemple Grand Est,
et qui habitent dans des communes de moins de 50 000 habitants, dans des clubs de licenciés de moins de 200 licenciés par club, qu'est-ce que ça donne en fait en termes d'impact, et ainsi de suite. Et donc avec toute cette data qu'on va pouvoir récolter, naturellement il faut de la data, donc c'est vraiment l'intérêt de Mobsport aujourd'hui. Avec toute cette data, on va pouvoir vraiment sortir des statistiques et voir quel est l'impact en fait du déplacement sur le sport, et inversement si le sport peut avoir de l'impact sur le déplacement. Et c'est vraiment là-dessus derrière qu'on est dessus. Et la deuxième pan technologique, en fait il s'affiche plutôt sur notre modèle économique, qui est d'axer une communication envers les porteurs de l'application, puisque l'application aujourd'hui est offerte aux utilisateurs. L'idée, les utilisateurs ne payent pas l'application. Donc on a des partenaires qui vont apparaître, et ils apparaissent aujourd'hui sur l'application uniquement à chaque covoiturage. Voilà, il n'y a pas de publicité intempestive, comme on dirait sur la plateforme. Et en fait, il y a le partenaire en service, et grâce à ça, il apparaît. Donc vous avez bien compris l'intérêt aussi d'un maire, comme l'exemple tout à l'heure, c'est-à-dire qu'auprès de ses administrés, il va apparaître tous les week-ends pendant... Là, c'est un contrat de 3 ans, pendant 3 ans jusqu'à la prochaine mandature. Et tous les week-ends, il va rendre service à ses administrés. Voilà, donc la première chose, c'est la data. En fait, nous, l'objectif, c'est récupérer cette data. Donc là, on a quelques exemples. En fait, on est en train de finalisation du data dashboard derrière, qui regroupe plus en fait d'éléments que ceux qui sont affichés aujourd'hui. Mais naturellement, on parle toujours de quantité de CO2 économisée, du nombre de covoiturages, le nombre de personnes transportées, la durée du trajet, le nombre de kilomètres, ainsi de suite. Et c'est vraiment en fait toute cette data qu'on veut récupérer pour en fait derrière aider à sortir des statistiques de la décarbonation du sport amateur et comment on fait pour décarboner au mieux en fonction des résultats qu'on aura trouvés. La deuxième chose, c'est notre modèle économique. Aujourd'hui, vous avez des partenaires, sponsors, on va dire ce terme-là, je n'aime pas trop utiliser, mais des partenaires qui vont payer pour du flocage de maillots, qui vont payer pour du tour de stade, qui vont payer pour un événement à un instant T. Et ils sont vus par qui en fait? Ils sont vus par les gens qui viennent au stade et qui pratiquent le sport à cet instant T. Voilà. On est là. Aujourd'hui, nous, l'avantage de la plateforme, c'est que vous êtes multiproches, c'est-à-dire que quand vous avez un covoiturage, il y a des gens qui automatiquement ne vont pas aller sur un stade, mais vont pouvoir voir le partenaire. Et c'est là en fait la vraie valeur ajoutée. Alors on travaille naturellement aussi la partie RSE, qui est intéressante, puisque ce que vous avez vu en termes de data avant, on va pouvoir le sortir pour le partenaire et sortir son rapport RSE derrière en parallèle. Donc il a un double impact, il a un impact en fait, en service, il apparaît sur la plateforme, et en même temps, il aura derrière un compte-rendu RSE qui lui permettra en fait, de voir la réalité de ce qu'il a sponsorisé. Une vraie différence entre aujourd'hui du flocage de maillot ou du tour de stade. Et là, ce qu'on a mis en place, pareil, merci à la Grande Cause Nationale et avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, on a mis un partenariat pour faire gagner en fait, des licences Cool Rule au club amateur. Donc en fait, aujourd'hui, un licencié, un dirigeant de club ou un partenaire peut gagner en fait une licence pour l'année pour un club amateur de son choix. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va pouvoir enchaîner et donner donc la parole à André Lanquette. Bienvenue à tous. D'abord, merci Stéphanie pour l'invitation. Donc effectivement, dans le prolongement de ce qui a été dit pour la Sportec, et merci aussi sur le fait qu'effectivement, il faut promouvoir l'activité physique pour tous. Donc nous sommes Spart et nous sommes une entreprise à mission. Alors certains connaissent peut-être le label, c'est des entreprises qui effectivement cherchent à avoir un impact sociétal positif. Donc on a été créé en 2019, il y a 5 ans maintenant, sous cette forme-là. Et donc on a été labellisé et aujourd'hui il y a des audits qui sont faits pour vérifier effectivement qu'on répond bien au cahier des charges. Donc nous, on a une mission, une raison d'être. La raison d'être, c'est la promotion de l'activité physique pour tous. Et c'est justement l'amélioration de la cohésion en milieu professionnel. Donc là, il y a un petit film qui va passer dans quelques instants. Vous verrez un peu l'expérience. Voilà, tous les jours, vous trouvez les meilleurs talents. Peut-être enlever le Fidélisez son. vos salariés et renforcer les liens. Voilà, parce que sinon, ça va faire un double. Mais vous avez donc sur cette vidéo, effectivement, ce qu'on fait. Donc on s'adresse aux entreprises. Donc nous, nos clients, ce sont effectivement les entreprises ou demain les collectivités locales, les mairies. On travaille avec quelques mairies insuffisamment à mon goût, mais on a, voilà, c'est un vrai sujet. Et donc on va promouvoir l'activité physique au sens global. On a plus de 50 activités qui sont reprises sur l'application. Donc ça passe effectivement par une application digitale, mais on va venir compléter cette application avec un certain nombre d'événements physiques. Donc comme vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui s'adresse à tous. Quand on parle à une entreprise, donc c'est quelque chose qui va être proposé à tous les salariés ou à tous les agents dans les collectivités locales et ne viennent que ceux qui ont envie de participer. Et on va donc inciter
au travers d'un certain nombre de scénarios. On va inviter les gens à vivre des expériences. On va les mettre dans des petites histoires. On va leur donner des cadeaux. On va les rewarder avec des points. Donc chez nous, c'est des points d'expérience qu'on appelle des XP. Et donc il y a une gamification. Il y a tout en fait un environnement et une expérience qui fait que les gens vont être incités à faire effectivement les 30 minutes d'activité physique par jour, la recommandation de l'OMS. Et donc on va être dans cet univers. On est évidemment RGPD, donc les datas ne sont pas vendues ni données, et on essaie de respecter la confidentialité de ces datas. On va effectivement, c'est disponible à tout moment, et donc on va mettre les gens dans une expérience qui va aussi permettre dans les entreprises de créer du lien, ou dans les collectivités locales, puisqu'on est quelque chose qui permet de fédérer, d'engager un peu plus les agents ou les salariés, et donc on fait vivre cette expérience, et on a des thématiques qu'on va proposer. Donc en général, c'est des thématiques qui vont durer 1 mois ou 1 mois et demi, ce sont ce qu'on appelle des saisons, et on va proposer un certain nombre de thématiques. Ça peut être une thématique sur l'éco-responsabilité, ça peut être, là en ce moment, on a une thématique sur le calendrier de l'Avent, et donc pendant 30 jours, on va faire des petits défis, des petits challenges, et donc on va inciter les gens pendant 30 jours à faire un peu plus d'activité physique. Et donc les bienfaits ont été rappelés, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais en termes pour les entreprises et pour les collectivités locales, c'est surtout un impact aussi sur la baisse de l'absentéisme. Le coût de l'absentéisme dans les entreprises et les collectivités locales, c'est important. Et donc le fait d'avoir des gens en bonne santé, c'est important parce que ça permet d'avoir moins d'absentéisme. C'est aussi plus de motivation, plus d'engagement. On se rend compte que les gens, évidemment, communiquent puisqu'ils sont dans des groupes, il y a des équipes qui peuvent être créées, donc on va créer des interactions entre des gens qui ne se connaissent pas forcément. Et donc ça crée de la mobilisation, ça crée de l'engagement, et donc ça crée de la motivation. Et ça, c'est aussi important. Et puis le dernier élément important, c'est qu'on va donner du sens, parce qu'on est une entreprise à mission, comme je l'ai dit, et donc on fait beaucoup d'opérations ou d'actions avec des associations. Et donc on va mobiliser les gens pour, j'allais dire, œuvrer et faire des dons solidaires. Alors les dons peuvent être faits par l'entreprise, mais potentiellement par les utilisateurs aussi. Donc on travaille avec, on a fait une opération sur Octobre Rose et Movember, et c'était avec Tout le monde contre le cancer. On va travailler avec l'association de Sarah Ouramoun, Boxer Inside. On travaille avec l'association de Michael Jérémiaz, comme les autres, pour le handicap. Et donc on va porter aussi des actions solidaires, et ça permet de donner du sens aux entreprises, justement pour les aider à fédérer un peu plus leurs collaborateurs. Aujourd'hui, et j'en aurai terminé, c'est une centaine d'entreprises aujourd'hui ou de collectivités locales qui sont clients, et c'est à peu près 20 000 utilisateurs réguliers sur la plateforme. Donc on en voudrait évidemment beaucoup plus, mais voilà, on est labellisé French Tech, French Care. On est membre aussi on a le label Grande Cause Nationale, puisqu'on a participé à un projet qui s'appelle Faites vos jeux en entreprise avec le MEDEF. Voilà, on a eu quelques prix. Voilà, et le travail est fastidieux et long, et il faut embarquer plusieurs millions, parce qu'on parle de la France nation sportive. Il y a eu les Jeux Olympiques. Voilà, derrière les Jeux Olympiques, il y a l'héritage. On sait que c'est un vrai sujet, et on a du travail, parce que les Français aiment le sport, mais ne sont pas forcément très sportifs. Et donc il y a un travail effectivement pour évangéliser tout ça. On travaille aussi avec des mutuelles, parce que ça passe aussi par des acteurs tiers qui peuvent promouvoir ces actions. Et on a un chemin et un travail qui est intense. Et donc voilà, le projet, c'est celui-là. Et je suis ravi d'être avec vous ce matin et de présenter cette solution qui vient compléter CityGem et d'autres solutions, et le travail fait par la Sportec. Donc il y a un ensemble de solutions. Et effectivement, le travail de la Sportec est important, parce qu'ensemble, on est plus fort. Donc tout seul, on va plus vite, c'est connu. Donc c'est comment on arrive à être meilleur collectivement. Bonjour Pascal. J'en ai terminé. Merci beaucoup, André. On va peut-être désormais laisser la parole peut-être au public, si jamais il y a des questions. Tiens, est-ce que je passe le micro à quelqu'un? Vous êtes tous timides? Oui, je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui nous ont proposé des solutions. C'est vrai qu'au niveau, moi je représente une collectivité, une mairie, je suis conseiller municipal, et il y a beaucoup de choses qui me donnent justement beaucoup d'idées que je pourrais proposer à notre collectivité sur l'héritage des jeux, et franchement, je reviendrai vers vous pour en parler. En tous les cas, merci. Il y a des choses vraiment innovantes. Moi, je suis informaticien de métier, donc il y a beaucoup de choses aussi qui me plaisent par rapport aux solutions que vous mettez, les applications. Merci.
coup, Pascal. Non. Bonjour à tous. Une deuxième fois. Non, pas une question, mais une remarque, puisque je suis arrivé à la fin et puis je suis en conférence sur une autre conférence en direct. Juste déjà pour vous féliciter, puisque je sais ce que vous faites. Je travaille pour le groupe ADP et on était partenaire des Jeux. Juste pour dire qu'il ne faudrait pas que ces Jeux soient un coup d'épée dans l'eau. Enfin, j'espère que, et je pense que vous l'avez dit, le sport, c'était la grande cause nationale et ça doit le rester. Inutile de vous dire les bienfaits du sport. Moi, je suis un ancien sportif de niveau. Et voilà, le fait d'avoir des sportifs dans les entreprises pour pouvoir insuffler quelque chose, c'est quelque chose d'assez essentiel, je pense. Et donc, des belles initiatives comme la vôtre, ou comme les vôtres, puisque je ne les ai pas entendues, mais à mon avis, si vous êtes là, c'est que vous avez des belles choses à présenter, sont très intéressantes. Et il faut... avant ces Jeux, tout le monde disait « c'est pas possible, on n'y arrivera pas ». On a fait des Jeux extraordinaires. Et il faut qu'on continue à mettre cette politique sportive au cœur des villes, au cœur des entreprises, pour vraiment changer cet état d'esprit du sport et de la pratique sportive globalement. Voilà, on n'est pas forcément dans la performance, mais on cherche à faire bouger les gens tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Oui, moi, je voulais une précision concrètement pour monter des partenariats avec les collectivités, on s'y prend comment? Alors, c'est un peu complexe, on va dire. Comme tout partenariat, de toute façon, ça met du temps. C'est surtout le bon interlocuteur et la personne qui, après, va faire le relais dans la collectivité. Voilà. Des fois, on s'adresse à la direction des sports. Dans notre cas, des fois, c'est non, c'est pas nous, c'est la communication, puisqu'en fait, il y a un pan communication. On n'a pas le budget. Voilà. Donc, l'avantage de la nôtre comme solution, c'est qu'on ne passe pas dans une subvention. Donc, on peut passer sur d'autres budgets. Donc, c'est un peu plus simple à ce niveau-là, mais c'est quand même assez complexe. Après, Thomas, c'est complexe du côté des collectivités. Les apporteurs de solutions que vous êtes tous les trois, c'est complexe de votre côté aussi, ou il faut rassurer les gens parce que... C'est très simple. Il suffit de venir nous voir, on fait une proposition et on avance. Non, c'est vrai qu'on travaille avec quelques collectivités locales, je l'ai dit. On travaille avec la mairie de Tourcoing, on travaille avec certains départements aussi, départements des Hautes-Alpes, etc. Mais on voit un décalage entre justement les collectivités locales, les mairies. Alors pourquoi? Je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que c'est des raisons internes? Mais je pense qu'il n'y a pas de raison que les agents dans les collectivités locales, les mairies, les départements, etc. aient moins accès à ces solutions que les entreprises. Donc il y a vraiment un travail peut-être d'évangélisation et c'est pour ça que c'est important d'être présent dans ces lieux pour que ces solutions qui existent, qui sont finalement assez accessibles pour les collectivités locales, qui ne sont pas onéreuses, permettent finalement de proposer aussi aux agents ou aux citoyens dans les collectivités d'accéder à un certain nombre d'applications, de solutions. Donc pour moi, je pense qu'effectivement, il y a plein de solutions qui existent, c'est assez simple. Et je pense que c'est pas très compliqué pour avancer et il faut aussi y ait une volonté. Alors c'est peut-être plus compliqué politiquement pour faire passer des choses dans les collectivités locales parce qu'il y a des décisions, c'est un peu plus lourd. Peut-être qu'une entreprise ou quand le DRH a décidé ou le chef d'entreprise, ça descend, c'est fait, c'est validé et tout le monde applique. Dans les collectivités locales, c'est, je pense, un peu plus complexe. Nous, on travaille avec la direction des sports, parfois les maires eux-mêmes. Voilà, il y a des processus de décision un peu plus complexes. Il y a aussi la rotation politique qui fait que parfois c'est plus complexe, mais il n'y a pas de raison que ça aille, que ça, à un moment donné, ça n'avance pas. Nous, je vous rassure, ça a l'air beaucoup plus simple. Non, on travaille quand même avec quelques collectivités, notamment sur la mise en place de ces parcours audio-guidés pour mettre en valeur le patrimoine, bien évidemment, de la collectivité, pour faire bouger les gens. Donc, c'est sûr qu'on a plus peut-être de contacts et de services avec lesquels on peut travailler en transverse. Mais c'est vrai que c'est un processus qui est long, qui est plus long qu'en passant par une entreprise privée, bien évidemment. Après, je pense que les collectivités ont à cœur maintenant de faire perdurer cet héritage des Jeux, de mettre en mouvement. On a une vraie problématique à laquelle il faut qu'on réponde. Et les collectivités sont les premiers vers qui on doit se tourner pour aider la population. Donc, je pense que
il faudra peut-être un tout petit peu de temps, mais d'ici quelques années, on arrivera à une facilité de mise en place de ces choses innovantes auprès des collectivités. J'en ai vraiment aucun doute. En tout cas, chez CityGEM, c'est le cas. Pour rassurer mes 3 collègues, nous, chez Airfit, on a un peu plus de 400 clients en collectivité. Et c'est un peu une légende urbaine de dire que les collectivités, c'est pas bien de travailler avec. Non, mais c'est vrai, c'est bien, tant mieux, tout le monde va voir les entreprises. Les collectivités, par rapport à une entreprise, n'a pas de problématique de rentabilité. Donc c'est un petit peu plus long. Mais quand une collectivité a décidé de mettre en place une solution, certes, il faut accepter qu'il y ait une mise au budget, que, alors si on les voit en 2024, ça ne passera qu'en 2025, potentiellement. Mais il existe aussi des reliquats, il existe aussi des enveloppes budgétaires qui apparaissent en fin d'année quand on avait prévu qu'il allait neiger, qu'il fallait acheter du sel et que finalement il n'a pas neigé et qu'il faut... Après, ça peut être tendancieux parce que parfois il faut tout dépenser pour être sûr d'obtenir la même subvention l'année d'après. C'est un autre problème. Mais je pense que les collectivités aujourd'hui sont soucieuses d'essayer d'apporter auprès de leurs usagers, et d'ailleurs elles en sont conscientes, plein de solutions. Et ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est un système en fait. Et à partir du moment où on accepte ce système, j'ai aussi la chance d'avoir installé des équipements dans des très grandes entreprises comme Dassault Systèmes. C'est aussi long. Parce que là, chez Dassault Systèmes, dans le campus de Dassault Systèmes, pour installer un truc dans le jardin, il faut que ce soit une Canadienne qui s'occupe de tous les sites de Dassault Systèmes dans le monde qui valide le processus de commande. Donc voilà, c'est un processus simplement différent. Mais j'insiste vraiment sur ce fait qui est que quand une collectivité souhaite acquérir soit un bien, soit un service, elle va prendre le temps de le faire. Elle ne pourra évidemment pas le faire si elle n'a pas l'argent pour le faire. Mais dès qu'elle l'a, elle l'achète. Donc c'est assez rassurant de ce point de vue-là pour nous qui sommes prestataires des collectivités. Et donc voilà, on est au Salon des maires et merci aux collectivités. On ne peut pas tout le temps leur taper dessus. Non, c'est voilà, mais il y a pas de voilà, c'est juste une temporalité un petit peu différente, mais avec une potentielle assurance d'ensuite pouvoir travailler avec les collectivités. La volonté des élus et la mise en œuvre des agents, et des fois il faut du temps, et puis on est là pour une période. En 2026 on change. Est-ce que je serai encore dans la course ou pas? Et c'est là la difficulté en fait. Si, avec tout ce que vous aurez apporté par les solutions technologiques, c'est sûr. On termine là-dessus. Le mauvais rôle de garder le temps. On a une deuxième dame. Merci beaucoup à tous les 4. On va désormais commencer la deuxième séquence. Bien évidemment, sans équipement sportif, il n'y aurait pas d'activité physique aujourd'hui. Donc, pour cela, on va discuter des infrastructures connectées vers une nation sportive 2.0. Et j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Géromin, qui est fondateur de Equipe Sport, ainsi que Mathieu Combat de Poulonne. Et malheureusement, nous n'aurons pas Néo Expérience avec nous. Ah si, pardon. Désolée, je ne vous avais pas vu. C'est moi. Et donc Romain Balançard de Néo Expérience. Juste pour passer les slides. La petite zapette. Ah, super, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, Quentin Géromin. Du coup, je m'occupe du business development d'Equip Sport. Equip Sport, c'est une start-up qu'on a fondée du coup en 2021 avec le groupe Nideker, qui est un des leaders mondiaux dans le snowboard. Et en fait, on a vraiment réfléchi à l'évolution de la pratique sportive. On s'est rendu compte que notre objectif, c'était de vendre le plus de snowboard à la même personne. Ce qui fait aujourd'hui, dans une société où on veut consommer de moins en moins, pas énormément de sens. Et surtout, il y a une vraie barrière, notamment dans le snowboard. On s'imagine transporter son matériel, l'emmener sur place, le ramener, l'entretenir, le maintenir, tout ça pour en pratiquer 5 fois dans l'année. Donc ça ne fait pas de sens. Donc l'idée a été de ne pas suivre le changement, mais le driver, comme ça s'est passé dans d'autres industries, avec la musique, où on est passé des vinyles, des CD MP3, à Spotify, avec un accès illimité à la musique depuis son smartphone. Et nous, c'est exactement ce qu'on veut faire dans le sport.
Et on a mis Didier, qui est un de nos cofondateurs, avec qui on travaille énormément justement aussi dans cette optique de laisser un héritage dans le sport et de faire bouger le plus de monde. Donc comment ça fonctionne, c'est super simple. L'idée, c'est vraiment d'apporter le sport n'importe où, à n'importe quel moment. Et pour ça, donc, on a une application mobile. L'utilisateur, il va s'enregistrer avec les informations de base, nom, prénom, date de naissance, email. Il va télécharger l'application. Et donc se localiser et choisir l'endroit où il souhaite pratiquer, choisir donc sa station, choisir le sport qu'il souhaite pratiquer, déverrouiller la station et accéder à l'équipement. Une fois qu'il a fini, il rouvre la station, il met l'équipement à l'intérieur, il prend une photo pour montrer qu'il a bien remis l'équipement dedans. Donc c'est très simple, ça permet d'accéder à tout type d'équipement. On parle de basket, de ballon, de raquettes, et on parle même de stand-up paddle et de kayak, où là c'est des casiers un petit peu plus volumineux, qu'on n'a pas encore installé à Paris, mais qu'on aimerait bien puisque la Seine est maintenant bientôt baignable. Donc quelques chiffres, aujourd'hui on a fait plus de 100 000 sessions de sport, on a un peu plus de 300 stations installées, plus de 50 000 players et 25% d'utilisatrices, un chiffre qui est en hausse. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on a développé une stratégie autour d'un modèle de hub, et grâce à cette stratégie, ces chiffres ont fait plus que doubler en l'espace de même pas 6 mois depuis juin. Donc au final, ce modèle de hub, il est composé de différents acteurs qui sont vraiment clés. On a nos players, donc nos joueurs, qui sont l'essence même de notre solution, sur lesquels on essaye bien évidemment de faire bouger un maximum, et nos partenaires qui vont, eux, concrétiser la vision. Ça peut être du coup des fondations, des entreprises privées qui vont chercher à avoir un impact du coup sur la société. Ensuite, on a les villes qui sont justement très importantes pour nous, puisque c'est elles qui ont les espaces de sport en accès libre. Là, on s'est confronté à, on va dire, un problème de passage à l'échelle où il y a de l'intérêt des villes, mais quand il faut mettre 100 stations dans Paris, c'est un budget, ça prend du temps. Donc d'avoir du financement de partenaires, ça accélère la chose. Et on a nos boosters, qui sont en fait les personnes qu'on va embaucher de la communauté, de la ville, qui vont permettre de maintenir les équipements et d'animer les stations. Donc cette stratégie, aujourd'hui, on va cibler les villes de plus de 150 000 habitants en implémentant entre 30 et 40 stations minimum dans un rayon de 30 km². Donc une ville peut avoir plusieurs hubs en implémentant donc différents sports. Et on va également avoir un booster, donc une personne qui va gérer l'ensemble de ces stations dans le hub. Si on prend l'exemple de Paris, on a nos players qui ont été animés avec nos boosters, donc on en a 2 aujourd'hui qui gèrent plus d'une 60aine de stations et d'ici quelques semaines plus d'une 100aine. On a le partenaire donc Decathlon qui a financé la solution, qui est aussi notre partenaire produit bien évidemment, et puis la ville de Paris avec qui on est en super relation, qui aimerait vraiment avoir de plus en plus de stations, puisqu'on verra l'impact a été juste dingue. Et on a également les athlètes avec l'implication de Didier Drogba et de Diandra lors d'une inauguration qui ont vraiment cet impact super fort sur la population, d'avoir un impact plus fort et de vraiment impliquer les communautés et que la solution ne soit pas juste quelque chose qui est posé dans la ville, mais quelque chose qui est animé grâce à nos boosters, grâce à nos athlètes. Donc voilà ce que ça donne sur Paris. Ça, c'était la première salve, on va dire, de stations qu'on a lancée juste avant les Jeux Olympiques. On était à Paris-Plage, on était dans les zones de festivité et c'était plus de 60 stations dans Paris. Et aujourd'hui, on devrait passer, comme je l'ai dit, à une 100aine. Donc on a vraiment un impact très fort sur la population où on va justement enlever toutes les barrières à la pratique sportive, puisque plus besoin de transporter son matériel, de l'acheter, de l'entretenir. Donc c'est un vrai, ça enlève vraiment tous les freins à la pratique sportive. On est aussi vraiment engagé pour le sport inclusif, puisque l'accès à l'équipement peut être entièrement gratuit grâce aux partenariats qu'on noue avec la ville ou les sponsors. Et également des études montrent que de mettre du sport en accès libre sur les terrains, ça aide les femmes à être plus actives. Et on l'a vu par exemple à Paris, on a commencé avec 10% d'utilisatrices et aujourd'hui on est à plus de 20%. Donc c'est un chiffre qui augmente petit à petit. Et ensuite, nous on est le reflet au final de ce qui se passe dans la ville et ça va être à la ville derrière de pousser pour plus d'actions et nous aussi de faire plus d'événements, plus d'implication des femmes dans la pratique sportive. Et il y a un vrai impact aussi sur l'économie circulaire, puisque pourquoi je devrais acheter mon matériel s'il peut être partagé entre les utilisateurs.
Donc on voit aujourd'hui un impact en plus qui est quantifiable grâce à la data, grâce à l'utilisation. À Paris, aujourd'hui, depuis le début juin, on est à plus de 8000 utilisateurs qui ont fait 23 000 sessions de sport, sachant qu'à chaque fois, ils pratiquent en groupe. Donc le nombre total de personnes qui en a fait bouger est juste énorme. Pour prendre un exemple, sur une ville comme Lausanne, qui est une ville plus petite où on a 150 000 habitants, on a une trentaine de stations. En 4 mois, on a atteint 15% de la population. Les chiffres sont juste énormes. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir une data très précise sur, par exemple, les points chauds de la ville où on va avoir le plus d'utilisation, mais ça peut être filtré par le genre, par l'âge. Donc on a vraiment une data qu'aujourd'hui qui était peu ou très peu accessible sur l'utilisation des terrains de sport. Et donc ça, c'est vraiment très fort pour une ville, pour mieux connaître la pratique sportive. Et au final, nous, c'est le reflet de ce qui se passe sur les terrains de sport. Et donc, on va pouvoir faire des actions pour améliorer, si on veut faire plus de pratiques chez les femmes, chez les plus âgés. On va pouvoir voir si on a une incidence grâce à l'utilisation sur notre station. Et donc, on sort des rapports ultra détaillés pour nos partenaires sur l'utilisation de ces stations. Ce qui est vraiment aussi important, et c'est ce qu'on pouvait potentiellement négliger avant, où on essayait dans notre stratégie juste de placer des stations, c'est on se rend compte l'impact justement des personnes qu'on a sur le terrain, qui font certes de la maintenance, mais qui sont des coachs de formation, nos boosters, et qui animent les stations. Et c'est une vraie valeur en plus qui crée vraiment un lien avec la communauté. C'est ce qu'on a vu aussi avec Didier Drogba et Diandra lors de l'inauguration à Paris. Ça a eu un impact super fort en ramenant beaucoup d'associations, et ce qui a eu un impact aussi sur le vandalisme et le vol. Pourquoi ? Parce que c'est pas quelque chose qu'on a posé dans la ville, qu'on a laissé, d'impliquer des sportifs, d'impliquer des boosters qui sont un peu les grands frères du quartier. Il y a un respect tout de suite au vers de la solution. Et à Paris, on a dû avoir 2 actes de vandalisme et on est en dessous des 2% de vol d'équipement sur le nombre total de nos sessions. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment une démarche qu'on essaie de répliquer en France sur les grandes villes. On aimerait beaucoup travailler avec les plus petites collectivités. On a un problème sur la maintenance où on a essayé de le faire par les collectivités. Ça a été un peu problématique et aujourd'hui, on cherche à nouer des partenariats avec justement des gros groupes qui peuvent déployer des acteurs pour faire la maintenance sur tout le territoire. Et ça, on est en train justement de nouer ce genre de partenariat et pouvoir offrir cette solution à justement toutes les villes et collectivités de France. C'est notre objectif. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Quentin. On va donner la parole à Romain pour Néo Expérience. Bonjour à tous. C'est bon ? Donc, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, moi, j'ai le plaisir de représenter Boris Courtet, qui est le fondateur de Néo Expérience. Alors, Néo Expérience, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau monde d'expériences digitales, immersives, interactives. On est présent en Basse-Normandie, à Caen, juste à côté de Caen. On insiste souvent sur le fait qu'on est bas-normand, mais on est très chauvin. Notre solution, en fait, elle a été pensée autour de l'association du jeu vidéo et de l'activité sportive. Et bien évidemment, le but de notre solution, c'est de créer du lien social, de stimuler les joueurs et de développer les capacités cognitives. Très simplement, n'importe quel espace vacant, on est capable de s'y installer. Un mur nu, on est capable de le rendre tactile et donc de poser notre solution. Donc on est capable de se mettre dans des gymnases, des terrains de sport, des terrains de squash. On est présent à Montreuil, au centre Arthur H, pour ceux qui connaissent. Dans des salles de fitness, de gym, dans des classes, des préaux, des espaces couverts. Voilà, dans n'importe quelle typologie de lieu, on est capable de s'installer. Aujourd'hui, c'est plus de 8 millions de joueurs cumulés et utilisateurs sur la planète, puisqu'on a plus de 300 installations aujourd'hui dans 25 pays. Et l'objectif, c'est d'explorer comment les jeux interactifs peuvent inciter les jeunes à bouger davantage. Donc les chiffres, vous en avez parlé tout à l'heure, je ne vais pas les contredire. On est entièrement d'accord. L'idée, c'est encore une fois de contrer la sédentarité, ce dont on a parlé en préambule. On développe les capacités cognitives avec nos solutions qui sont ouvertes à tous les publics, enfants, familles, adultes, PMR. Et 100% de ce que l'on fait est fabriqué en France, hormis
tout ce qui va concerner le hard. Il n'y a plus aucune société française qui fabrique les composants que l'on va utiliser pour les vidéoprojecteurs ou nos ordinateurs. Mais pour tout le reste, c'est-à-dire le software et les jeux, tout est développé en interne puisqu'on a une équipe d'une dizaine de développeurs qui constituent les jeux autour de brainstorming sur les besoins relevés du terrain et sur les idées de chacun. Notre expérience, c'est plus de 20 possibilités fixes ou nomades, puisqu'on a des possibilités d'installation en fixe, mais également pour des agences événementielles et des collectivités de communes. Notre solution n'a pas besoin d'Internet pour fonctionner. On a besoin d'Internet pour les mises à jour, mais ce qui est intéressant dans notre solution, c'est qu'on est capable de combattre également la fracture numérique dans certains départements, et je pense notamment à l'Orne, qui est un département bas normand, où on travaille avec la commune d'Argentan, et on a la possibilité donc d'apporter des solutions numériques dans des campagnes où c'est un petit peu plus compliqué. Je vous l'ai dit, c'est plus de 300 installations dans 25 pays, et les composants avec lesquels, les marques avec lesquelles on travaille sont des composants qui sont extrêmement durables, puisque les plus anciens clients que l'on ait aujourd'hui, ils ont à peu près 5 ans et aucune problématique de maintenance à ce jour. Alors on est capable de créer des murs interactifs, de projeter sur un mur, mais on est capable de projeter sur plusieurs murs, donc de créer des salles immersives. On est capable de créer des arènes également, puisque ça c'est fabriqué également en Normandie. Et on va lancer également des possibilités de néo-dance avec d'autres activités liées au mouvement et plus uniquement au mur tactile. Et je vais vous en parler juste après. Un catalogue de jeux assez riche où on va toucher du divertissement, du sport et de l'éducation. Éducation, on va pouvoir jouer aux mathématiques, à la géographie. On va faire passer des messages éco-responsables sur le nettoyage des océans. Donc dans les salles immersives, c'est plutôt sympa parce qu'on a des poissons qui passent d'un mur à l'autre, on se croirait dans un aquarium. Les avantages, c'est qu'on a une très forte capacité d'accueil sur une très faible emprise au sol, puisqu'à partir de 4 mètres carrés, on est capable de jouer avec notre solution. C'est une solution clé en main et complètement autonome. Elle est évolutive puisque, évidemment, on a 5 à 6 nouveautés en termes de jeux qui sortent chaque année, et des upgrades au niveau des nouvelles technologies, notamment la reconnaissance de mouvement dont je vous parlais tout à l'heure. Et elles sont personnalisables. Quelques témoignages par rapport à la commune de Montreuil et à l'université de Paris-Saclay, puisqu'on a fait des études en partenariat avec Paris-Saclay sur les bienfaits des exergames et notamment de nos murs interactifs sur la dépense énergétique. Et on l'a fait sur une population de seniors, et je remercie l'université de Paris-Saclay pour cet accompagnement. Quelques-unes de nos références. Alors nous aussi, on travaille avec les collectivités, et à l'image de ce que disait André tout à l'heure, pas assez. c'est un peu compliqué, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut semer, et ça va porter ses fruits. Certaines communautés de communes sont très communicatives avec notre solution, notamment sur LinkedIn, donc ça nous aide aussi à avoir de futurs partenariats. Donc merci à vous. Petite chose importante, donc l'idée c'est évidemment de développer le sport, également la santé. Donc on va sortir, suite à un appel à projet et un accompagnement de la région de Normandie et de l'Union européenne, on va sortir une solution qui s'appelle NéoRéduc l'année prochaine, qui va être basée sur la stimulation des patients dans les centres de rééducation, et évidemment sur la data et la consolidation des données, puisque en fonction des exercices, les kinés vont pouvoir consolider les données sur les évolutions des patients suite aux pratiques sur notre solution. Je vous remercie. Merci Romain. Et donc on va enchaîner avec notre dernier intervenant, Mathieu Combat pour Poulonne. Bonjour. Je suis le dernier. Et on a toujours dit il ne faut pas aller
à la piscine ou à la mer, nager tout de suite après avoir mangé. Ben là, on y va et on va manger après. J'aime bien faire de temps en temps exception, donc moi je vais me taire pour le lancement et je vais juste vous demander de regarder ce qu'on fait. On va tous à la piscine maintenant. Donc, je suis Mathieu Combal, cofondateur de Poulonne, ancien sportif de haut niveau. J'ai eu la chance de pouvoir avoir une carrière pas aussi riche que Pascal, mais la chance de représenter la France et d'entendre la Marseillaise, ça n'a pas de prix. Et le constat, je ne vais pas parler du côté sportif de haut niveau, je vais parler de l'édifice. On est là sur le sport et territoire, sur les collectivités et sur la notion de service public. Les piscines sont des édifices importants, voire cruciaux dans une commune à différents égards. L'apprentissage de la natation. Encore 2500 noyades annuelles. Suivant les villes, à peu près 50% des enfants qui ne savent pas nager à l'entrée au collège. Est-ce qu'on se satisfait de ça en France, alors que on est tous fiers, après cette fantastique Olympiade, d'avoir un Léon Marchand? Non, on ne se satisfait pas de ça. Le constat et les actions à mener sont assez simples. Rendre attractif l'atmosphère, le service qu'on peut avoir dans une piscine. On a tous appris à nager de la même façon. Un maître nageur en short claquette qui a une perche et qui nous dit va toucher le fond de la piscine ou fait X longueur. Et si on avait la chance ou le malheur d'être plus rapide que les copains, on attendait en grelottant, en ayant froid, que le reste du groupe arrive. Sans aucune pratique ludique, immersive, ce sont des mots assez nouveaux en ce moment, mais pour la natation, l'immersion, c'est assez banal. Nous, on rend ça réel, on veut développer une pratique parce que le sport nécessite d'être attractif. Pour avoir beaucoup de sportifs de haut niveau, il faut qu'il y ait beaucoup de pratiquants à la base. Pour qu'il y ait beaucoup de pratiquants à la base, il faut que ce soit attractif. Pourquoi au handball, on est la meilleure nation au monde? Parce qu'on pratique de très bonne façon, dans de bonnes conditions, le hand à l'école. Là, vous me direz, mais pourtant, tous nos enfants ont la natation obligatoire en France. Pourquoi on n'a pas 10 Léon Marchand? Ben parce que la natation, il y en a beaucoup qui n'y vont pas parce que c'est ennuyant. Pourquoi on n'apprend pas à nager? Parce qu'on n'a pas envie d'aller nager, parce qu'il n'y a pas de plaisir à aller nager. C'est ce qu'on propose de changer en pouvant choisir des contenus qu'on projette au fond de la piscine. Donc on transforme l'ensemble des fonds de piscine en zone de projection ou comme sur Netflix, vous pourrez choisir un contenu ludique, un contenu pédagogique, un contenu récréatif, un contenu artistique pour que l'ensemble des personnes dans la commune qui passent le seuil de la piscine aient un support de pratique adapté à son envie, à ses capacités physiques. Là, vous me dites, bah, c'est bien, ça va peut-être me motiver à aller nager. Mais il va falloir y aller, parce qu'on a un problème économique dans les communes, c'est que ces centres aquatiques coûtent un petit peu d'argent, consomment un petit peu d'électricité, demandent un petit peu d'eau. Et pour permettre de maintenir cette équation viable, il faut augmenter le nombre de pratiquants. Pour augmenter le nombre de pratiquants, il faut changer
le service proposé. Ça a été un petit peu fait avec les cours d'aquagym, l'aquabike. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on enlève les clubs de natation, qu'est-ce qui reste à la population? Il reste le fait d'être 100% autonome, de se retrouver à l'entrée de la piscine, passer le vestiaire et se retrouver devant cette masse d'eau à faire des longueurs et à compter le carrelage. Moi, le compter le carrelage, je peux vous en parler, j'ai fait. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Et si on n'est pas motivé par une performance, on arrête de compter le carrelage et on ne va plus à la piscine. Pourquoi les enfants, quand on leur apprend à nager, s'ils ne vont pas en club, ne reviennent plus à la piscine? Parce qu'on s'ennuie. Pourquoi les adultes, qui est allé à la piscine dernièrement? Voilà. 2, 3. Vous y êtes allé pour votre plaisir, pour des objectifs sportifs? Voilà. Une personne. Donc il faut changer ça, et pour changer ça, il faut rendre la pratique attractive. Je répète ce mot parce que c'est le plus important. Vous avez pu le voir, on rend attractif la marche, quelque chose qui est donné à tout le monde, qui ne nécessite aucun équipement. Et pourtant, on doit la rendre attractive. Alors imaginez la natation. On se propose de faire ça avec cette vidéo projection subaquatique, et on est les seuls. On est la seule entreprise au monde à le faire. Il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de brevets qui ont été déposés pour permettre de réaliser cette prouesse technologique. Ça paraît évident parce qu'avec nos téléphones, avec cette interactivité qu'on connaît tous, on se dit bah, dans l'eau c'est normal. Dans l'eau, tout est plus compliqué. Vous avez même pu le voir, se déplacer dans l'eau est plus compliqué que sur Terre. Et ne croyez pas qu'on est tous capables de faire ce que fait Léon. Mais Léon, parlons-en, c'est un super ambassadeur par ses résultats. Vous ferez attention à ses interviews. Chaque interview, il met en avant le côté extrêmement difficile de ce sport. Il met en avant l'expérience qui aurait pu arrêter sa carrière de son burn-out où il n'avait plus de plaisir. Florent Manoudou, qui est un fantastique ambassadeur, comme sa sœur l'a pu l'être aussi, met en avant ce problème d'attractivité, de motivation, parce qu'il n'y a pas de plaisir. On enchaîne les longueurs. C'est ce qu'on propose de changer. Et pour les adultes, 30 minutes bouge, la grande cause nationale. Aujourd'hui, qui se dit je vais aller à la piscine? Il n'y a pas de support de pratique, il n'y a pas d'intérêt à y aller. Là, si je vous dis allez à la piscine, vous pourrez choisir parmi des œuvres d'art, notamment la chapelle Sixtine. Vous n'aurez pas besoin de faire 3 heures de queue à Rome et passer juste 5 minutes avec le cou tordu à être poussé et avoir juste 5 minutes à en profiter. Là, vous aurez le temps que vous voulez pour pouvoir nager dessus et la contempler. Intégrer l'art dans les structures sportives, c'est extrêmement aussi important. On parle d'inclusion. C'est une forme pouvoir mettre à disposition l'art sur un lieu sportif. En ce moment, c'est pas tout de suite évident. Je le vois à vos yeux, vous dites. Et pourtant, les enfants, les sensibiliser à l'art, c'est extrêmement important. On le fait aussi sur les écosystèmes marins. Toucher des enfants, quand on leur parle d'écologie, de poissons, de respect de la nature, quand ils sont dans l'eau, en suivant un parcours et un contenu dédié, on a plus d'impact. Comme pour l'art, leur dire, bah, on va aller dans un musée, on va aller voir, encore plus difficile pour les enfants, dans une galerie d'art. J'ai 3 enfants, si vous avez réussi, vous me donnez le mode d'emploi. À la piscine, c'est un lieu où les enfants vont de façon quasi obligatoire avec l'école. Parce qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, et je finirai là-dessus pour rester sur les enfants, parce que c'est notre base en tant que territoire, en parlant d'attractivité du sport. On ne meurt pas de ne pas savoir jouer au foot, mais de ne pas savoir nager, oui. Donc rendons la piscine attractive. Merci Mathieu.
Est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors moi j'ai une question, sans dévoiler des secrets technologiques, mais en installation, ça se concrétise comment? Puisque c'est une projection, comment ça? On transforme toutes les piscines, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur profondeur, et ça sans travaux. C'est extrêmement important. L'équipement demande une demi-journée. On a développé un système justement de suspension du projecteur contre le mur, ce qui permet de s'adapter à toutes les piscines et surtout de maintenir l'activité. Oui, si tu veux repartir sur un petit challenge sportif, on a développé avec la Fédération française de natation les avatars avec un support de la nage parfaite où on peut se challenger, et mettre le record de Léon et essayer de le suivre. Développer n'importe quel entraînement, c'est comme un jeu vidéo, 100% personnalisable, ou si on est un petit peu plus détente, on va se promener sur les fonds tahitiens, et je pousse un peu, mais au moins on n'aura pas besoin de prendre l'avion et de traverser la planète pour y aller. Question pour la solution précédente, est-ce que c'est installable partout? Je pensais notamment, est-ce qu'il faut de l'obscurité ou que ce soit Oui, notre pire ennemi, c'est la lumière. Mais une lumière qui n'est pas directement projetée sur le mur de projection, c'est pas très problématique. Après, l'obscurité et une salle complètement fermée crée une expérience encore plus géniale, c'est évident. Et ça peut fonctionner, ça figurait sur les slides préau. Oui. Et puis on a des expériences, en outdoor quand même. Si vous connaissez un peu le jardin d'acclimatation à Paris, on est présent. Et on a eu la chance d'être présent sur 3 fan zones cet été pendant les JO, et notamment également au Club France, où on animait en plein cagnard, parce qu'il a fait très bon, en tout cas le jour où on était présent, et en plein milieu d'un terrain de sport. Donc là, on utilise des dalles LED, en fait, tout simplement. On n'est plus dans la vidéoprojection, mais sur du LED. C'est un coût bien supérieur, mais c'est possible. Et sur la même logique, mais n'hésitez pas s'il y a d'autres questions, pour Équipe Sport, est-ce qu'il y a une... c'est important par rapport au Salon des maires, évidemment. Est-ce qu'il y a peut-être une cible plus urbaine en termes de collectivité, ou c'est envisageable sur n'importe quelle taille de ville? Comme je le disais, aujourd'hui, on a un vrai focus sur les villes de plus de 150 000 habitants, mais on cherche justement à se développer sur tout le territoire, et on a des petites villes aussi, et on voit tout de suite un impact très fort. On a une utilisation qui est vraiment organique, on met la station en place, les gens la voient, on télécharge l'application et on pratique. Donc ça s'adresse aussi bien à une ville qui a 1000 habitants qu'une comme Paris avec 11 millions dans la métropole. Merci en tout cas à tous les trois. Et puis on va pouvoir clôturer cette conférence et aller manger. Rendez-vous Sport et Territoire, donc à 16h pour la dernière conférence. Oui, merci Gérard de faire la transition. La dernière conférence de ce forum Sport et Territoire se déroulera cet après-midi de 16h à 17h30 sur la parité. Donc je vous invite à revenir, ceux qui sont là. Et je vous remercie pour merci Gérard d'avoir monté cette conférence 2 sur Sportec, les e-sports. Merci bien à tous. Merci à tous.